Asseyez-vous. Bonjour. C'est toi. Et Si j'avais su, je ne serais pas venu. bonsoir. Et ce jour-là, j'ai battu les records de 100 mètres parce que j'ai eu un essaim d'abeilles qui m'a poursuivi. Et j'ai fait ça comme ça, j'ai pas été piqué. Et j'ai eu très très peur. Et ça m'a poursuivi cet intérêt pour les abeilles. Et des années plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un jardin à Bagneux. Je me suis dit, ça serait bien qu'on ait une ruche. Pourquoi pas une ruche? Alors, dans un premier temps, on s'est rendu compte que, en fait, quand on n'est pas apiculteur, quand on ne connaît pas d'apiculteur, c'est assez compliqué parce qu'on se rend compte qu'il y a des méthodes très différentes, des avis très différents, des écoles très différentes et qu'il faut faire un choix. En fait, on a cherché un petit peu sur Internet et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait bien. C'était une démarche un petit peu particulière, qui était une démarche d'un monsieur qui s'appelle Guillaume, qui travaillait sur des ruches écologiques. Alors c'était des ruches qui avaient une particularité, c'est que ce sont des ruches qui sont vitrées et qui permettent de faire une observation de leur mouvement, de leur vie à l'intérieur. C'était un travail un peu particulier. C'était compliqué à mettre en place parce que ils demandaient d'utiliser des bois non traités. Il n'y a plus de bois non traités maintenant en France, ils sont plus systématiquement traités. Alors il fallait trouver une scierie. En fait, finalement, on a fini par trouver un CAT qui nous a fourni ces ruches. Et on a installé une première ruche chez nous. Il y a à peu près de ça 4-5 ans. Voilà. Avec la chance d'avoir contacté M. Guillaume, qui était un monsieur fort sympathique, qui est un vieux monsieur à la retraite, mais qui est un passionné, et qui a fait une démarche un peu particulière par rapport à l'écologie et par rapport à ces ruches, qui sont des ruches qui se veulent le plus proche possible d'une ruche, de ce que vit une abeille dans la nature. Alors dans un premier temps, on a installé ça chez nous, on a été passionné par ça, et on a monté parallèlement une association sur Bagneux. Au départ, l'association était sur un projet de recyclerie-ressourcerie, et puis qui continue, qui est un projet qui avance lentement avec Sud de Seine, mais qui n'a pas abouti encore. Et on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait plein de personnes dans l'association qui étaient intéressées par les abeilles, et que ce serait intéressant de travailler là-dessus. Alors on a développé un petit peu l'idée et on a mis en place une convention avec la mairie pour installer des ruches dans Bagneux. L'idée c'était qu'on mette des ruches dans plusieurs endroits dans Bagneux. Et dans un premier temps, la mairie a été très intéressée par notre projet et ils ont accepté notre projet et on a mis des ruches sur un terrain qui est le terrain de la Lisette, qui est un terrain le long de Romain Rolland. Je ne sais pas si vous voyez ce terrain, c'est un terrain de biodiversité qui est un terrain qui est une richesse étonnante à 3 km de Paris, parce qu'il y a là une biodiversité très riche, il y a un renard, une famille de renards qui vivent là, il y a plein de crapauds, il y a plein d'insectes, il y a une vie particulière. Il y a pour les botanistes des orchidées, ce qui est une rareté, donc ils sont ravis de pouvoir les observer. Donc ils nous ont laissé un petit bout du terrain et on s'est installé sur cette partie-là. On a installé dans un premier temps 2 ruches, avec une ruche qui s'est très bien comportée, une autre qui était un peu plus poussive, un peu plus difficile à démarrer. On s'est rendu compte en fait que je pense que la reine n'était pas en bonne forme. On a changé la reine et après elle a redémarré en pleine forme. Nous, notre démarche, alors on produit du miel, mais ça reste un plaisir, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans une idée de production, on n'est pas du tout, on comprend tout à fait certaines démarches d'apiculteurs qui sont dans la production, nous on n'est pas du tout là-dedans. Notre démarche, c'est d'avoir des abeilles en bonne santé, de pouvoir les observer, et de pouvoir les faire observer aux enfants et aux personnes que ça intéresse. Donc actuellement, ce lieu reste un lieu où, si ça vous intéresse, on peut vous y amener, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et parallèlement, comme on avait des gens qui s'intéressent, qui étaient vraiment passionnés, on a mis en place des cours. Donc on a l'an dernier eu 10 élèves qui étaient des élèves qui venaient de Bagneux, et même d'à côté d'Arcueil, qui sont des gens qui voulaient installer des ruches chez eux, ou par exemple des gens qui font partie du projet du plus petit cercle du monde,
le plus petit circuit du monde va avoir une partie de toit végétalisé où vont être installées des ruches sur cette partie-là. Et des gens aussi qui sont des gens qui ne sont pas particulièrement dans l'intention d'installer des ruches, mais qui s'intéressent sont intéressés par ce projet-là et qui ont suivi les cours simplement pour le plaisir de s'informer. On a organisé des visites, on travaille aussi parallèlement avec Greenpeace. Moi, je suis un ancien permanent de Greenpeace. On travaille avec Greenpeace sur ce projet-là, parce que Greenpeace a actuellement une campagne sur les problèmes de pesticides et les problèmes de culture intensive. Donc on a organisé des visites et on a aussi organisé des visites pour des personnes privées. Rejoignez la ruche aussi. Installez-vous tranquillement. Oui, allez-y, fermez fort. Installez-vous. Et donc on continue et on organise régulièrement des visites pour des classes, pour des enfants, pour montrer. Alors l'intérêt de ces ruches, c'est comme elles sont vitrées, on équipe les enfants de combinaisons de protection, pour être sûr qu'il n'y ait pas de piqûres. Mais l'intérêt, c'est que, évidemment, pour eux, c'est une grande découverte, un grand jeu. En général, on a les enfants qui viennent, qui sont déjà un petit peu sensibilisés un petit peu à ce que sont les abeilles, et on leur fait découvrir un petit peu la vie des ruches. Alors, on a une production de miel qui est la nôtre, avec une douzaine de kilos, une vingtaine de kilos, mais voilà, je suis rentré, une vingtaine de kilos cette année. Et alors une partie du miel qu'on produit sur le terrain de la Lisette, et une partie est rétrocédée à la mairie, à Madame la maire, qui s'en sert comme cadeau. Et une partie est redonnée à nos élèves, et une partie est revendue pour l'association. Voilà. On fonctionne comme ça. Et on continue à faire un travail d'information sur les abeilles, sur ce qu'elles vivent, sur comment elles vivent, sur leur mode de communication, sur les quantités de... En fait, je ne sais pas si vous avez un petit peu touché à ça, mais vous vous rendrez compte que c'est un monde très vaste, avec des quantités de choses. On a tout le temps à apprendre, et nous, on est encore, entre guillemets, des amateurs. On apprend tous les jours des nouvelles choses, et je pense qu'on en apprendra, on continuera à apprendre. On s'est rendu compte qu'on avait un travail énorme à faire sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, sur la pollinisation. En fait, pour la plupart des gens, les abeilles, c'est ce qui produit du miel. Pour beaucoup de gens, la notion de pollinisation reste assez abstraite, et l'importance des abeilles dans la pollinisation et dans les conséquences que ça a par rapport à nos cultures et à nos productions agricoles reste assez abstraite. Donc, on a un gros travail à faire auprès des adultes et un gros travail à faire auprès des enfants. Donc là, par exemple, ces derniers temps, on a fait des ateliers pour les enfants, et on essaye aussi de sensibiliser les gens à des gestes autour de la protection des abeilles et autour de ce qu'ils peuvent faire eux chez eux, dans leur jardin, dans leur bout de balcon, dans leur petit coin. Comment aussi faire des choses simples comme par exemple, demain on va faire un atelier pour les enfants. On leur fait fabriquer des petits hôtels à insectes. Ils adorent ça, c'est un grand jeu. Et après, l'idée, c'est qu'ils fassent un travail aussi d'observation, qui ne soit pas simplement dans la consommation, mais qui soit aussi dans quelque chose d'interactif par rapport aux abeilles. Donc je vais laisser Agnès vous parler de pollinisation, puisque c'est le sujet de ce soir. On est là pour répondre à vos questions aussi, et on est là aussi pour répondre à vos questions par rapport à l'association. Il n'y a pas de problème, alors oui, il y a une petite plaquette qui est disponible sur le côté, qui est une petite plaquette qu'on a fait rapidement pour expliquer un petit peu aux gens. C'est vrai que actuellement sur Bagneux, curieusement, on a des miels de meilleure qualité actuellement dans certains milieux urbains que dans certains milieux de campagne. Parce que, pour des raisons différentes que ce qui est vraiment Agnès, et c'est vrai que les pesticides, les monocultures et les choses comme ça font que les abeilles en campagne ne sont pas tellement en pleine forme.
Et nous, le but, c'est qu'elle soit surtout en pleine forme. Après, la production du miel est pour nous secondaire. Mais on a donc fait un travail pour expliquer un petit peu. Actuellement, curieusement, une ville comme Bagneux, qui est une ville 3 fleurs, vous avez vu tous les pancartes 3 fleurs, c'est une ville qui est riche pour les abeilles parce qu'elles ont du quoi butiner pendant toute l'année. Ce qui n'est pas toujours vrai dans certaines régions, où elles vont avoir par exemple de la bruyère à un moment donné, puis la bruyère ne fleurit plus, et elles n'auront plus rien. Donc Bagneux est une ville qui est sympathique pour les abeilles, qui a un avantage, c'est que on a des espaces verts qui ont compris un petit peu la démarche et qui n'utilisent plus de produits phytosanitaires. Donc on demande aux gens, l'idée de cette plaquette aussi, c'est d'expliquer des gestes simples que peuvent faire les gens pour éviter certains produits dans les jardins, pour arriver à avoir des abeilles en bonne santé. Je le donne autre cas, mais je me sorti là. Et actuellement, la ville nous prête un jardinier régulièrement qui travaille avec nous sur l'installation des ruches. Alors on a d'autres projets d'installation. On ne pourra pas mettre des ruches partout, c'est pas ça le but. Le but c'est d'en mettre un certain nombre, d'avoir surtout des ruches en bonne santé. On aura sûrement, il y en a un projet de mettre une ruche sur le terrain de la porte d'en bas, la friche de la porte d'en bas, qui est un jardin qui vient de s'ouvrir. Enfin, qui vient de s'ouvrir, une partie est ouverte, mais une partie est fermée, on pourra le mettre dans cette partie-là. On a aussi des projets de mettre des ruches dans certains lieux. On avait à un moment donné un projet au-dessus de cette médiathèque. Je ne sais pas s'il aboutira parce qu'il y a des problèmes de sécurité aussi par rapport aux enfants. Et il y a aussi des craintes souvent. Nous, on est dans la prudence totale. Donc systématiquement, quand on amène des enfants, on les amène avec des combinaisons pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais c'est vrai que dans l'absolu, on utilise une abeille qui est un peu particulière, qui est l'abeille noire, qui est une abeille qui était une abeille européenne qui avait un peu disparu, qui n'est pas une abeille extrêmement agressive. Qui a un petit défaut, c'est qu'elle n'est peut-être pas extrêmement productive et elle est peut-être aussi. Elle a tendance à fabriquer beaucoup de propolis. La propolis, c'est ce qu'elles font à l'intérieur de la ruche, qui peut être un peu compliqué pour certains apiculteurs. Mais nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on n'est pas dans cette démarche-là de productivité en grande quantité. Le sujet est vaste. Je vous laisse parler de pollinisation parce que c'est le thème de ce soir. Bonne soirée. Merci. Donc moi je prends le micro parce que j'ai une petite voix. Donc le sujet de la conférence c'est donc abeilles pollinisatrices et biodiversité, impact de la disparition des abeilles dans notre vie. Donc je vous rappelle le résumé. Qu'est-ce que la pollinisation ? Comment les abeilles interviennent-elles dans ce mode de reproduction ? L'activité naturelle des abeilles est indispensable à la préservation de la biodiversité de notre planète. Pourtant, elles sont en voie de disparition. Quelles en sont les causes et quelle vie imaginer si les abeilles venaient à disparaître totalement ? Donc déjà, on va voir qu'est-ce que la pollinisation. Donc c'est un phénomène indispensable à la reproduction des plantes. Il s'agit d'un transfert en fait, d'un grain de pollen depuis les étamines d'une fleur vers le stigmate d'une autre fleur ou de la même fleur. On va voir un schéma d'une fleur pour mieux voir. Donc ça, ce sont les étamines où il y a donc le pollen. Et ça, c'est l'élément mâle de la fleur. Et ça, c'est le pistil, l'élément femelle avec l'ovaire et l'ovule. Donc, le grain de pollen qui est là, il contient la cellule sexuelle mâle. Donc, il va être transporté vers le pistil. Pour la cellule mâle, donc voilà, là il est sur le stigmate du pistil, la cellule mâle, elle va devoir rejoindre l'ovule. Pour cela, il va y avoir germination du pollen, du grain de pollen, avec création d'un tube pollinique qui va aller jusqu'à l'ovule.
Et la cellule sexuelle mâle, on la voit là. Voilà, elle est transportée, enfin elle est entraînée voilà, dans ce tube pollinique jusqu'à l'ovule où il va y avoir fécondation de l'ovule. Et donc, qu'est-ce que va donner cette fleur? Une fleur, un fruit et une graine. L'ovule va se transformer en graine et l'ovaire en fruit. Sinon, s'il n'y a pas fécondation, on n'a pas de fruit. La fleur, elle décline, quoi. Voilà ce qu'est la pollinisation. Mais oui, les fleurs sont immobiles. Alors comment le pollen va aller de fleur en fleur? Il y a plusieurs façons, plusieurs éléments qui vont aider. Il y a le vent, mais le vent c'est le moins efficace des pollinisateurs. Des pollinisateurs, oui. Parce que donc en général les fleurs qui sont pollinisées par le vent, elles ont beaucoup de pollen, parce que le vent qui va souffler sur les fleurs, le pollen va atterrir par terre, c'est aléatoire, quoi, donc c'est moins efficace. La fleur produit beaucoup de pollen pour peu d'efficacité. Il y a l'eau, mais ça c'est très rare, c'est plus rare. Et les animaux, donc il y a les chauves-souris, oiseaux, insectes. Les pollinisateurs les plus efficaces donc, sont les abeilles et les bourdons. Alors, comment les fleurs attirent les abeilles? Alors déjà, il y a le parfum des fleurs. Les fleurs, elles émettent des signaux olfactifs qui sont perçus par des récepteurs olfactifs sur les antennes des abeilles. Et souvent, ces signaux olfactifs, ils se trouvent près de la source de nectar de la fleur. Comme ça oriente l'abeille directement, plus facilement vers sa source de nourriture. Il a été remarqué aussi que les atterrissages des abeilles se font opposés au vent. Donc on remarque qu'elles se guident vraiment par l'odeur de la fleur. Et il y a eu une expérience aussi où on présente une odeur à l'abeille, et elle va devoir la retrouver parmi d'autres, et dans 90% des cas, elle réussit. Donc voilà, elle se sert bien de l'odeur pour retrouver les fleurs, et les fleurs attirent les abeilles par l'odeur. Le nectar, alors ça c'est vraiment, comme le parfum c'est pour les abeilles, parce que la fleur, elle n'a pas besoin de nectar pour elle, c'est vraiment pour nourrir les abeilles, parce que les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen. Donc voilà, l'abeille se nourrit de nectar et de pollen, mais le pollen, la fleur en a besoin pour être fécondée, pour se reproduire, alors que le nectar, non, c'est vraiment pour les abeilles, pour attirer les abeilles. Ensuite, il y a la forme de la fleur. Certaines formes permettent un atterrissage facilité, il y a la piste d'atterrissage, comme là c'est une fleur de romarin, donc on voit, là c'est facilité, l'abeille elle vient là, hop, il y a une piste d'atterrissage et après elle rentre dans la fleur. Et il y a aussi certaines formes qui attirent les abeilles en imitant, donc, en imitant l'insecte. Donc là, ce sont des orchidées. Donc c'est plutôt les bourdons, ça attire les bourdons qui sont un peu en manque. Ça imite la femelle. En fait, là, il n'y a pas de nectar, il y a des phéromones qui imitent les odeurs des abeilles femelles, quoi. Ensuite, il y a les signaux visuels, donc les couleurs. Alors une abeille, les abeilles elles perçoivent les ultraviolets, elles ne voient pas le rouge, elles le voient noir. Et on remarque d'ailleurs que la majorité des fleurs dans nos régions sont de couleur blanche, jaune, bleu, violette, il n'y a pas vraiment de rouge. Il y a la fleur de coquelicot, mais sur la fleur de coquelicot, en fait, il y a des motifs. L'abeille ne voit pas le rouge, mais elle voit les motifs grâce aux ultraviolets qui vont l'aider à reconnaître. Et justement, perception des motifs, c'est que donc là, en bas, là, la fleur, donc là, elle est passée par un filtre ultraviolet. Donc ça, ce sont les motifs. Et en fait, ça s'appelle des guides nectarifères. C'est pour guider l'abeille vers la source de nectar. Donc elle se pose sur les pétales et hop,
voilà, elle est guidée comme ça. D'ailleurs, là, il y a eu une expérience pour montrer le rôle des guides nectarifères. Donc là, sur une fleur de tournesol, on voit là les guides nectarifères. Et en fait, ils ont enlevé les pétales et ils les ont mis dans l'autre sens. Et du coup, l'abeille, elle ne va pas vers la source de nectar. C'est pas sympa pour elle, mais bon. Voilà. Donc on voit qu'on a vu que les fleurs attiraient les abeilles par diverses astuces. Une fois arrivées sur la fleur, de quelle manière et avec quelle efficacité les abeilles interviennent-elles dans la pollinisation? Donc, lorsqu'elles se posent sur la fleur, donc soit il s'agit d'une fleur dont le pollen est à la fois abondant et facile d'accès, donc là l'abeille elle a juste à se poser avec ses mouvements pour butiner, elle s'en met plein les poils. Soit la structure anatomique favorise la prise en charge de pollen, donc c'est-à-dire que le chemin pour arriver fait en sorte que l'abeille va se frotter aux étamines pour accéder au nectar, à la source de nectar. Et il y a également un mécanisme qui est déclenché par les mouvements, de l'abeille, par le contact de l'abeille quand elle se pose. Par exemple, le mécanisme explosif du genet. Quand l'abeille se pose sur la... Quand l'abeille se pose donc sur la corolle, les étamines vont... Il y a un problème. C'est le courant est bien enclenché. Pas que toucher tout en cours de route. Non, c'est... Ah, d'accord. C'est une question de piloter. Non, pas. Et il va falloir monter la voie. Très fort. Je crois pas qu'on ait plus de rochon. Bon. Donc, quand l'abeille se pose sur la corolle, les étamines explosent et envoient le pollen sur le corps de l'abeille. Donc, comme ça, donc l'abeille se pose et il y a le pollen qui s'accroche aux poils des abeilles. À savoir... Ah oui, alors, les poils branchus. Il faut que je vous montre. Voilà, ça c'est les poils branchus des abeilles. Donc le pollen, ça facilite l'accroche du pollen. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pollen, des plantes, les grains de pollen des plantes qui sont pollinisées par les insectes, ils sont rugueux, ils ont des petites aspérités comme ça pour pouvoir s'accrocher aux poils. Il est peut-être préférable de l'éteindre parce que sinon Ça vous c'est gêne. un peu compliqué. Donc, Dans le temps. ah ouais. Donc, Oui, on l'entend très bien. Alors que le pollen issu des plantes pollinisées par le vent est un pollen lisse comme celui-ci. Donc là c'est le pollen de paturin et là c'est un pollen de pissenlit. Pissenlit qui est pollinisé par les insectes. Donc les abeilles butinent les fleurs pour rechercher leur nourriture. Mais donc quand elles vont sur une fleur, elles prennent le nectar, elles ont un peu de pollen sur les poils, mais ce n'est pas suffisant pour se nourrir, pour remplir leur jabot. Donc elles vont aller sur une autre fleur. Et c'est là qu'elles vont pouvoir déposer le pollen sur le pistil pour qu'il y ait fécondation. Mais donc elles transportent du pollen fixé accidentellement sur leur corps et donc elles pratiquent une pollinisation croisée de façon complètement involontaire. Elles ne le savent pas, elles ne se disent pas tiens aujourd'hui je vais polliniser les fleurs de pissenlit.
là, on va voir l'efficacité de l'abeille dans la pollinisation. Alors, on dit que les abeilles sont les pollinisateurs les plus efficaces. Alors, elle a plusieurs acquis pour ça. Donc, la morphologie, on l'a vu, c'est les poils branchus qui permet que le pollen s'accroche bien. Son régime alimentaire constitué exclusivement de pollen et de nectar. La constance de l'espèce végétale, en fait, elles ont tendance, lors d'un voyage, à butiner toujours la même espèce de fleur. Ça a un intérêt pour elles, c'est que elles développent comme ça une efficacité de butinage, parce que les fleurs, elles sont toutes différentes et il y a une façon de faire à chaque fois différente. Donc le fait de rester de fleurs de la même espèce, pour elles, c'est plus efficace. Et donc elles restent vraiment sur la même fleur, et même si à côté, il y a des fleurs qui seraient plus intéressantes au niveau de la quantité de nectar. Merci. Donc, c'est bon ? Et donc cette constance florale favorise la pollinisation des fleurs visitées, puisque l'abeille dépose du pollen de la même espèce végétale. Il y a aussi donc le pollen viable plusieurs heures au jour. On dit que c'est différent pour les fourmis qui ont de l'acide formique, donc qui détruisent la viabilité du pollen. L'abeille aussi dépose beaucoup de grains de pollen en quelques visites, et c'est important car le taux de germination augmente avec le nombre de grains de pollen déposés. Et aussi, les abeilles domestiques sont nombreuses et visitent une grande quantité de plantes par jour. C'est 2500 fleurs pour une abeille par jour, soit 40 000 fleurs dans sa vie entière de butineuse. Mais il faut savoir que les butineuses, c'est 5 jours, enfin une semaine à peu près de butinage à l'extérieur de la ruche. Et soit 12 à 20 millions de fleurs par jour pour une colonie entière. Donc, elles pollinisent. Donc voilà, on a vu que les abeilles participaient très efficacement à la pollinisation des plantes, et donc elles contribuent à la survie des espèces végétales. Donc abeilles et biodiversité. Il y a 80% des plantes à fleurs qui nécessitent l'action des abeilles. Il y a 57 espèces végétales pour notre alimentation qui sont, cultivées et destinées à notre alimentation. Et de ces 57 espèces végétales, il y a 65% qui bénéficient de la pollinisation par les abeilles. Donc c'est assez important. Donc les abeilles ont un réel impact sur la biodiversité végétale par la pollinisation. Il y a aussi un impact sur la qualité des fruits qui sont donnés. Donc on a remarqué que les fruits étaient plus sucrés, pour le melon par exemple, mieux formés pour le tournesol et les choses comme ça. La teneur en acides gras qui est bon pour la santé augmente, et elles permettent que les graines aient une qualité de germination plus grande aussi. Il y a eu une expérience, un test qui a été fait sur l'oignon porte-graines. Donc la pollinisation par les abeilles contribue pour 70% à la production des semences. Et donc au-delà du rendement, la qualité germinative des graines issues des fleurs visitées par les abeilles est supérieure de plus de 10% à celle des graines produites par les fleurs pollinisées uniquement par le vent. Donc les abeilles ont un impact aussi sur la biodiversité animale. C'est un peu d'une façon indirecte, mais forcément si les plantes pollinisées par les abeilles ne sont plus pollinisées par les abeilles, elles disparaissent, et les animaux qui mangent ces plantes, ils sont en diminution. Donc par exemple, c'est un peu très schématique,
le lapin qui mange la carotte et qui est mangé par le renard, ou la chenille qui mange la feuille d'ortie, s'il n'y a plus d'ortie, et qui est mangée par les oiseaux. Voilà, ça a un impact sur toute la chaîne alimentaire. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. On voit ici, c'est une chaîne alimentaire en équilibre. Et ici, c'est donc en déséquilibre, avec donc la disparition d'insectes. Donc ça a un impact sur l'étage supérieur, les musaraignes, campagnols, etc. Et aussi sur l'étage inférieur, forcément, puisqu'il y a la pollinisation des végétaux. Alors, quelle vie imaginer si les abeilles venaient à disparaître totalement? Il y a une étude du CNRS et de l'INRA en 2008 qui a chiffré la valeur de l'activité de pollinisation des insectes, surtout des abeilles, à 153 milliards d'euros au niveau mondial sur les principales cultures alimentaires de l'homme. 153 milliards d'euros. Donc on peut imaginer que le coût des aliments augmenterait, surtout que la pollinisation deviendrait manuelle et donc du coup payante. Actuellement, il y a à Harvard, ils font des recherches pour créer une abeille robot. D'ici à ce que ça soit aussi efficace que les abeilles sauvages et domestiques, il y a du chemin. Je vous propose de voir un petit film sur la Chine, où il y a une région où il n'y a plus d'abeilles, et donc l'impact que ça a sur la pollinisation. Et après, on reviendra sur l'impact sur notre alimentation, qui est intéressant aussi. Voilà. La province du Sichuan. Au sud, le comté rural de Hanyuan vit de la culture de la poire. Tous les ans, au mois d'août, les branches des poiriers plient sous le poids des fruits. Chacun d'eux est enveloppé individuellement pour le protéger des insectes. Une famille ordinaire récolte environ 5 tonnes de poires. Mais ce ne sont pas les abeilles que doivent remercier les fermiers pour leur abondante production, car ici, elles ont disparu depuis bien longtemps. Au début des années 1980, l'utilisation non contrôlée de pesticides a anéanti toutes les abeilles de la région et tué toutes les plantes à pollen qui subvenaient à leurs besoins. La production fruitière s'est effondrée, laissant les fermiers assister impuissants à la destruction de leur gagne-pain. J'ai envoyé une lettre à Pékin et on m'a répondu: vous n'avez qu'à polliniser à la main. Les insectes qui s'en chargeaient ont tous été tués par les pesticides. Donc, c'est à vous de prendre la relève. Désormais, tous les mois d'avril, les fermiers doivent remplacer les abeilles. Et ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire en les regardant. D'abord, il faut recueillir et préparer le pollen à la main. Brosser les anthères, les organes mâles de la fleur, pour le récupérer. Et le faire sécher pendant 48 heures. Quand le pollen est prêt, les pollinisateurs humains entrent en scène. Le professeur Tang Mia de l'université du Sichuan étudie la méthode de pollinisation employée par les fermiers de Hanyuan. Aujourd'hui, il vient découvrir les fruits de leur labeur. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je n'y ai pas cru. Normalement, c'est le travail de la nature, des abeilles.
À l'aide d'une simple tige de bambou et de plumettes de poulet, Kaoshin Yuan simule le corps dufteux d'une abeille. La tige est trempée dans le pollen et un simple effleurement suffit à féconder la fleur. À chaque printemps, des centaines d'ouvriers s'en vont féconder les fleurs des poiriers, une à une. Une ruche d'abeilles peut polliniser jusqu'à 3 millions de fleurs en une seule journée. Un homme ne fera pas plus de 30 poiriers. C'est une tâche laborieuse et coûteuse, d'autant plus qu'elle était autrefois accomplie gracieusement par les abeilles. J'aimerais qu'on en revienne à la méthode naturelle. Je rêve du retour des abeilles, car la situation est vraiment très difficile pour l'homme. Remplacer les abeilles par des ouvriers pollinisateurs aux États-Unis coûterait la bagatelle de 90 milliards de dollars par an. De plus, même ici, à Anyuan, la pollinisation manuelle ne sera pas forcément pérenne. À l'heure actuelle, trouver la main-d'œuvre pour polliniser à la main est encore possible. Mais la Chine évolue très vite. La plupart des jeunes émigrent dans les villes. Dans un délai relativement court, je dirais 10 à 20 ans, cette méthode deviendra très difficile à appliquer. L'exemple de Anyuan nous plonge dans l'horreur d'un avenir sans abeilles et nous rappelle combien c'est un insecte irremplaçable. On marche un peu sur la terre. Ah là là, complètement. Que l'horreur. Mais continuer à utiliser des pesticides, pourquoi c'est pas sans analyse, mais... Ils en ont tellement utilisé qu'il n'y a plus d'abeilles. Oui, mais Ils veulent en réimplanter. Et ils cherchent actuellement d'autres insectes pollinisateurs parce qu'il n'y a pas que l'abeille. Mais ils essayent d'élever d'autres insectes qui pourraient arriver. Le problème aussi, c'est que nos abeilles domestiques sont des bons pollinisateurs, mais les meilleurs pollinisateurs, ce sont les abeilles sauvages. Et elles sont extrêmement sensibles, toutes ces petites abeilles sont extrêmement sensibles aux pesticides. C'est elles qui mettent en compte. Donc effectivement, il y a un énorme travail à faire sur la protection de ces abeilles-là. Mais bon, on prête à Albert Einstein d'avoir dit quand il n'y aura plus d'abeilles sur la planète, l'homme n'aura plus que 4 ans à vivre. Mais c'est un peu catastrophique comme prédiction, mais on va voir par la suite. C'est vrai que ça va poser d'énormes problèmes. Donc il faut à tout prix à obtenir des abeilles qui soient en pleine santé. Donc on va justement voir l'impact sur notre alimentation. Alors je vous montre une photo d'un petit déjeuner dans un monde avec abeilles. Donc il y a des amandes, du pain avec la confiture, du jus de fruits, plein de fruits, du lait. Voilà. Et attention, Les abeilles sont plus là. quand les abeilles ne sont plus là, Qu'est-ce qu'on va manger? Là, on fait la gueule. Oh purée. du pain, De l'eau. de l'eau, Quel café? Et plus de lait. il y a, là, il y a plus de- Moins de lait. il y a moins de lait normalement. Oui, ah bah là, il y a du café là-bas. Là, oui, il y a du café, mais normalement, c'est... Il y aura pas de café non plus. Bon, enfin, voilà. Il y aura des bananes, normalement, ils l'ont pas mis là, mais... Voilà, non, mais c'est schématiquement, enfin voilà, pour voir l'impact. Pour montrer à quel point ça devient... Voilà. Donc après, bon, pareil, là, c'est une autre image, avec abeilles, sans abeilles. Donc là, ils mettent un peu moins de lait. Un verre plein de lait, là, il y en a un peu moins. Enfin, je il n'aura plus vite. Voilà. Voilà, là, il n'y a plus de café, de chocolat. Il y a toujours les couverts.
il y a des céréales. Il y a des céréales. Et donc, quand on ira faire nos courses dans un supermarché, alors avec abeilles, sans abeilles, les étalages de légumes, les étals de légumes. Ah ben, on va se bagarrer, hein. C'est pour tout le monde. Voilà. On va se tuer les uns les autres. Alors, quelles sont les causes de la disparition des abeilles? Ben voilà, les produits Alors chimiques. voilà, produits chimiques Culture. qui donc tuent les abeilles et leur empêchent elles sont désorientées en fait, elles ne retrouvent pas le chemin Oui, non, pas. de la ruche. Elles sont souvent désorientées. Il y a de la mortalité aussi. Ah oui, Oui. pas mal. Les monocultures dans les campagnes, quand il y a des champs de colza ou d'autres cultures, en fait les abeilles qui vivent dans le coin, ben, pendant une période donnée, pendant la période de floraison du colza, voilà, elles ont de la nourriture à foison. Mais quand le colza n'est plus en fleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a pas assez de diversité dans ces champs de monoculture. Il y a l'habitat, le manque d'habitat. Comme on construit de plus en plus de routes, d'immeubles, voilà, qu'on bétonne tout. Voilà, du coup, il n'y a plus d'espace. Ça va avec le manque de nourriture aussi. Hein, les fleurs, elles ont du mal à pousser sur le béton. Et il y a aussi la surexploitation de l'abeille domestique. Je voulais parler des amandiers en Californie. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez vu aussi des abeilles